Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Filière Sport, votre rendez-vous sport éco à suivre chaque mois comme vous le savez sur notre antenne. Et c'est l'heure du bilan dans Filière Sport avec cette question de fond, les Français ont-ils fait plus ou moins de sport pendant le confinement? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec nos invités, mais tout de suite découvrons le sommaire. Nous parlerons donc de la pratique du sport pendant le confinement, comment les Français se sont adaptés, comment les entreprises se sont adaptées également. Avec nous pour en parler, Sébastien Baillot, responsable du digital chez Technogym, Benoît Camparc, président de Sport Management System, ainsi que Séverine Vidal de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur la place du vélo qui s'impose et que la crise récente a encore accentué. Le vélo est-il devenu un geste barrière? La réponse avec Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Bonjour à tous et bienvenue à nos invités. Sébastien Baillot, responsable du digital chez Technogym. Benoît Camparc, un habitué de notre antenne. Vous êtes président de Sport Management System et Séverine Vidal qui nous fait le plaisir également d'être avec nous. Séverine Vidal, vous êtes cadre technique à la FFE. PGV. Merci à tous les trois. On va commencer cette émission avec la traditionnelle rubrique Money Time. Sébastien Baillot, on commence avec vous. Vous êtes avec nous pour ce Filière Sport post-Covid-19, le monde d'après en quelque sorte. Alors vous êtes responsable du digital au sein de l'entreprise Technogym. Technogym, c'est une entreprise qu'on ne connaît pas très bien. Déjà, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots. Très bien, merci de votre invitation. Donc, Technogym est une entreprise italienne, leader en Europe et en France, responsable de la production et l'équipement de machines d'entraînement pour les professionnels, donc principalement des salles de sport, des hôtels, mais aussi des clubs sportifs professionnels. C'est une marque qui a été créée en 1983 et qui a un partenariat très fort avec le monde olympique. On en est à notre 8e édition, ce qui nous amène à avoir pu développer toute une gamme de produits vraiment très orientés sur à la fois la performance et aussi l'ergonomie de nos machines. Donc en fait, vous avez une activité vraiment qui est B2B, vous vendez des machines de sport à des salles de sport, des hôtels, c'est ça votre activité principale? Notre activité principale, effectivement, c'est celle-ci, mais depuis maintenant quelques années, il y a une demande de plus en plus importante aussi chez les particuliers et Technogym met en œuvre tout un tas d'actions commerciales et marketing et aussi en termes d'innovation pour pouvoir proposer aux particuliers des machines qui leur correspondent pour s'entraîner à la maison, par exemple. Alors, je suppose que la période que nous venons de traverser n'a pas été facile pour vous, les salles de sport étant fermées. Comment est-ce que vous vous êtes réinventé? Et c'est pas pour rien qu'on a envoyé peut-être le responsable du digital. Alors effectivement, j'ai été mis à contribution de manière très très intense. On a mis tout d'abord tout un tas de contenus à disposition à la fois des professionnels qu'on sert, mais aussi des particuliers pour s'entraîner. Donc pour s'entraîner chez soi. Et ça nous a permis du coup ça a permis plutôt à nos clients de rester connectés avec leurs adhérents avec des programmes. L'idée c'était un jour un programme pour pouvoir rester au contact et permettre à chacun d'avoir une activité chez soi à la maison qui soit à la fois légitime, c'est-à-dire produite par des experts, donc nos coachs sportifs, et crédible et sécurisé. Donc c'était vraiment quelque chose de très important et évidemment c'est le digital qui a été le vecteur de tout ça, le support où il était possible de pouvoir activer un programme, de faire une séance et de suivre tout un déroulement d'exercices, soit directement avec des instructions, soit aussi via un système de vidéo. Benoît Camparc, Sport Management System. Alors vous aussi, le digital a été un outil, une solution pour vous. Vous êtes le spécialiste du sport en entreprise, c'est-à-dire que vous dispensez des cours d'exercice physique en entreprise. Forcément, la plupart d'entre elles étaient fermées. Il a fallu se réinventer. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, nous avions des clients
tout s'est arrêté sur le plan économique et sur le plan au niveau du lien social. Et j'ai tendance à dire que tout problème a une solution. Donc ça nous a permis et nous a obligés à nous réinventer au travers d'ateliers de sport en ligne et qui ont permis de recréer ce lien social, en lien aussi avec l'esprit de l'entreprise. Et puis évidemment, au travers du confinement, on a pensé aussi aux personnes isolées, aux familles pour lesquelles c'était très compliqué dans des endroits assez exigus. Et on a bâti sous contrôle médical et paramédical des programmes de sport donc à faire chez soi, justement pour qu'il y ait cette pratique conviviale qui se fasse de façon très simple, sans matériel, avec zéro matériel, juste une serviette. À quelle fréquence ? Alors on faisait 4 séances par semaine, on a démarré par 2 séances, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le confinement a été annoncé, je crois que c'était le 14 mars, le confinement a démarré le 17 et le 17 on a démarré avec notre première séance à hauteur de 2 ou 3 séances par semaine, puis après on est passé à 4 avec du yoga aussi. Ah, vous vous diversifiez ? Oui, tout à fait, parce que ça répond à un besoin. L'intérêt de mettre en place du sport en ligne, c'est que ça répond à un besoin. Alors on a parlé du lien social, on a parlé aussi de la diminution des tensions dans les foyers, dans les familles. On a parlé du télétravail, parce que les entreprises sont confrontées à un problème aujourd'hui, c'est l'isolement des télétravailleurs, c'est l'esprit de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et tout ça a permis de resserrer un petit peu les liens. Donc vous, c'était vraiment leur faire du sport, continuer à leur faire du sport, mais aussi garder les liens entre les gens de l'entreprise. Vous aviez double mission, quoi. Tout à fait, c'est un intérêt sociétal. J'ai tendance à dire que toute innovation est utile à partir du moment où il y a un besoin dans la société, et c'était le cas. D'accord, Séverine Vidal nous fait le plaisir d'être avec nous également. Séverine, vous êtes cadre technique à la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Séverine, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant cette période si particulière ? Alors nous aussi, c'est pareil. Dès la première période de confinement, c'est-à-dire à partir du 17 mars, on a essayé de continuer notre responsabilité d'utilité publique et l'enjeu sur lequel on est, nous, c'est-à-dire le sport au service de la santé. C'est vraiment les fondements de cette fédération qui a près de 130 ans, qui a 1 demi-million de licenciés et qui avait vraiment à cœur de se dire, pendant cette période, on va essayer de maintenir une activité physique puisque, comme partout, tout s'est arrêté. Donc nous, en fait, on a créé, pareil comme Benoît, on a mis en place une offre de pratique d'activité physique ouverte à tous, tout public. C'est-à-dire que nous, on est une fédération, on est de l'enfant, du 9 mois jusqu'à la personne en perte d'autonomie, et on a toute une activité sur les activités physiques adaptées. Et donc l'enjeu, c'était à la fois de proposer une offre d'activité accessible à tous, et donc on sait que les seniors ne pratiquent pas de la même manière, les jeunes adultes et les enfants, du sport en famille, et donc on a créé ça. C'était accessible par quel biais ? Alors, c'était accessible par le biais, en fait, le site de la fédération. Et ensuite, on a créé une page Facebook avec ces vidéos qui allaient sur YouTube, avec un planning qui était là chaque semaine et qui était ouverte et diffusée à tous. Et puis, on a créé un groupe Facebook qui permettait aussi que ces vidéos soient accessibles en live et en replay. Ça a bien fonctionné ? Alors ça a bien fonctionné parce qu'effectivement, on a actuellement plus de 535 000 vues. On est actuellement à 4 800 fans sur la page Facebook, et sur le groupe Facebook, on est passé de 2000 abonnés à 7400. Donc oui, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Oui, tant sur l'externe qu'à l'interne. Sébastien Bayot, est-ce que vous avez senti un engouement de la part des Français pour le sport à la maison ? Oui, tout à fait. En tout cas, nos clients nous l'ont confirmé, notamment quelques enseignes de sport importantes en France. Une statistique qui peut être intéressante, c'est que nos principaux clients ont réussi à maintenir à peu près la même quantité d'adhérents, je dirais, connectés à l'application qu'en temps normal. C'est-à-dire que malgré la baisse de fréquentation qu'on avait dans nos salles, on a constaté que nos clients avaient le même niveau d'usage. Donc oui, effectivement, et toutes les équipes qui étaient là à disposition pour mettre en avant des contenus, soit qu'on avait nous-mêmes fournis, soit qu'eux créaient et mettaient à disposition, ont été très sollicités. Et je dirais que surtout les 4 premières semaines, il y a eu un engouement très fort qui a été un petit peu
plus compliqué à maintenir par la suite parce qu'il y avait forcément une érosion assez naturelle due à la longueur du confinement. Et sur le digital aussi, dû certainement à la concurrence aussi des offres et des applications qui se mettaient en œuvre au fil du temps. Benoît, c'est quoi le bilan depuis qu'on est déconfiné? Vous continuez à dispenser des cours sur le digital ou vous avez repris votre activité normalement? Comment ça se passe? Alors, on a décidé de faire des cours gratuits déjà dès le départ pour nos clients, mais aussi pour toute la communauté. Ah, mais tout était gratuit. Tout était gratuit. C'est-à-dire que les entreprises ne payaient pas? Non. Ni les particuliers, on a souhaité faire ça pour la société. Et donc la société, c'est tout le monde, y compris celles et ceux qui n'ont pas les moyens, y compris pour le matériel. C'est-à-dire que nos séances n'avaient besoin d'aucun matériel, y compris pour le cross-training, le yoga évidemment. Voilà, donc c'était à la portée de tous. Et à partir de là, tout le monde s'y est mis, alors les personnes âgées, en même temps que les enfants, les familles, les personnes isolées, puisque ça crée du lien point social. commun avec la fédération. Oui. Et donc notre dernière étude d'impact, parce qu'on a fait une étude d'impact sur ce à quoi ça avait servi, on a plus de 90 personnes qui ont dit que ça crée du lien, alors que c'était en ligne, c'était ma grande surprise. 90% des personnes. Des personnes qui avaient participé ont dit que ça avait créé du lien social. Pourtant, c'est à distance, c'est en ligne. Voilà. Mais je suis convaincu que ça ne remplacera jamais le coach sur le plan physique qui crée une vraie interaction dans un groupe. Est-ce que c'est une situation, à votre avis, Séverine, qui va amener à changer certaines pratiques ou tout va redevenir comme avant? C'est-à-dire qu'on va pratiquer dans les salles de sport, enfin on va aller dans des lieux physiques, ou est-ce que vous pensez que ça va vraiment dynamiser la pratique sur le digital et du coup que vous, Benoît, Sébastien, vous allez continuer à développer cette offre sur le digital? Alors, nous, comme Benoît, on est en train d'évaluer l'impact d'abord auprès de nos licenciés. Donc, on a une enquête là qui est en cours d'analyse sur 30 000 personnes qui ont suivi ou pas et pour quelles raisons elles n'ont pas suivi. Donc, on est en train d'analyser ça. On se pose cette question, nous, effectivement, dans la fédération, sachant qu'aujourd'hui, quand même, l'enquête sort demain, là, ce sera fini. On voit bien la limite quand même de ces propositions, c'est-à-dire que, comme dit Benoît, tout le lien social, tout le rôle d'utilité à la fois de l'animateur ou de l'éducateur sportif et le rôle du groupe, il est fondamental. Et dans cette période-là, il ne peut pas se faire. En revanche, c'est sans doute une idée à creuser sur un service plus, c'est-à-dire tous ces gens qui sont inscrits dans des clubs et qui, à des moments donnés, ne peuvent pas, pour X raisons, faire leur pratique de semaine et qui, à ce moment-là, peuvent avoir accès à un complément qui n'est pas celui du club, mais qui leur permet aussi de pratiquer. À mon avis, l'enjeu, il est là. Lutter contre la sédentarité et amener une flexibilité telle et une accessibilité diverse pour permettre au plus grand nombre de pratiquer. Séverine, le 9 juin est sortie une étude qui a été réalisée par Santé publique France et qui atteste de chiffres assez inquiétants, et notamment sur la population féminine. Les femmes feraient de moins en moins de sport par rapport aux hommes. Est-ce que vous auriez une explication à ces chiffres? Parce que je crois, déjà, on n'a pas tous le même ressenti là-dessus, et je crois que Benoît aura quelque chose à répondre après. Mais pourquoi les femmes? Alors, c'est un petit peu complexe de répondre à cette question sans savoir si cette étude porte sur une tranche de population, parce que les motivations de pratique ne sont pas les mêmes, suivant les jeunes femmes, les femmes adultes, les seniors. Nous, on est une fédération, 94% de nos licenciés, c'est près d'un demi-millier de personnes, sont des femmes. Donc, on est un peu à contre-courant de cette pratique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les motivations, moi je peux vous parler des motivations, les motivations de pratique pour les hommes sont plus sur la compétition, en tout cas dans une première tranche d'âge. Les femmes sont plus tournées vers les pratiques loisirs, sur des motivations de bien-être. Et à l'âge de 40 ans, cette motivation-là, elle devient de plus en plus prégnante chez la femme. Ça, c'est une réalité. Et puis l'homme, en vieillissant aussi, va sur ça. Maintenant, vous dire, aujourd'hui, il faudrait un peu creuser et savoir, est-ce qu'on parle de tranche d'âge, est-ce qu'on parle dans le rural, dans l'urbain, dans les modalités d'accessibilité? C'est compliqué pour moi de vous répondre à ça. Parce que vous, ce n'est pas votre ressenti, Benoît. En entreprise, vous avez quand même l'impression que la population féminine, elle est très investie, elle est très présente finalement. Oui, alors je ne remets pas du tout en question l'étude, mais comme l'a dit
Séverine, notre prédécesseur, il est important de connaître évidemment la population. Ce que je constate en tant que témoin de terrain, c'est que la majorité des pratiquants en entreprise sont des femmes. Ça, c'est la première chose. Concernant notre sport mobile, le Tizen Sport Truck, la majorité des pratiquants en B2C sont des femmes. Après, concernant le mouvement sportif, évidemment, les fédérations omnisports, comme la fédération de gymnastique volontaire, ont majoritairement aussi des femmes. Après, effectivement, il faut peut-être différencier tout ce qui est mouvement sportif et tout ce qui est pratique libre, puisque l'étude, je crois, et je parle sous la casquette de référence Sport Santé Île-de-France, une des dernières études du ministère des Sports avait révélé que les femmes, globalement, pratiquaient un tout petit peu plus que les hommes. Par contre, effectivement, dans l'ensemble du mouvement sportif et des fédérations, elles étaient sur une pratique inférieure. Voilà. Après, effectivement, fédération omnisport, plus de femmes. Fédération monolithique, quelque part, unisport, peut-être plus d'hommes, sauf les fédérations comme la gymnastique à dominante féminine ou d'autres à dominante féminine. Sébastien Vaillot, est-ce que vous avez profité de cette période pour développer du coup votre relation aux particuliers? Parce que c'est pas votre cœur de cible à la base. Est-ce que là, vous allez orienter votre stratégie vers les particuliers? Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas notre cœur de cible, ça le devenait déjà de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, il y a une demande très forte pour pouvoir s'équiper à domicile. Même si, et ça je voudrais le préciser, nous aussi pendant la période de confinement, tous les programmes d'entraînement qu'on a mis à disposition se faisaient sans équipement. C'était vraiment la possibilité de travailler au poids du corps. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a cette demande-là. Et on a développé une gamme de produits dits personnels dans notre jargon, effectivement, qui répond à ces attentes et qui naturellement a bondi, la demande a bondi pendant la période. Et très probablement, sur l'année 2020, on aura des chiffres tout à fait différents de ceux de l'année dernière, oui. Séverine, est-ce que vous ressentez un engouement pour le sport de plus en plus un avant et après confinement? Ce qu'on ressent nous au début par rapport à nos clubs PGV, la phase est à la reprise, elle est complexe parce que avec les règles de distanciation physique, pas plus de 10 personnes, quand on a des gros clubs de 300, c'est compliqué de reprendre. Les structures aussi sont plus ou moins mises à disposition. En revanche, nous, nos licenciés, vraiment, on a un petit peu assez de ces vidéos en ligne, etc. et ont vraiment besoin de reprendre le chemin du club et de retrouver les adhérents. Ça, c'est vraiment un constat qu'on a et qui est global chez nous à la fédération. Benoît, est-ce que vous ressentez le même constat que fait Séverine? Oui, tout à fait. Séverine a raison, c'est-à-dire que le sport en ligne est très bien et facilitateur d'accès au sport, notamment quand c'est sans matériel, quand c'est gratuit, et c'est du pratico-pratique. Après, effectivement, au bout d'un moment, on a envie de sortir et j'ai tendance à dire que il faut retourner dans la collectivité, retourner dans le sport de nature, retourner dans les clubs, et c'est ce dont ont envie, je pense, les Français, avant tout. On a encore envie de voir les copains, quoi. Oui. Après, le sport en ligne a permis à certaines personnes et une bonne partie de la population de découvrir le sport parce qu'ils ne pratiquaient, pour certains, pas du tout avant. Donc ça a été un premier pied à l'étrier. Donc pour vous, le sport à domicile, ça ne va pas être un substitut au sport traditionnel, ça va être plutôt un complément. Ça va suivre, je pense, l'évolution du télétravail, c'est-à-dire qu'il existait du télétravail avant, il existe aujourd'hui de façon majorée du fait de l'organisation, et là c'est un petit peu pareil, plus il y aura du télétravail, plus il y aura de sport en ligne, ça va accentuer ce phénomène, mais évidemment, ça ne va jamais remplacer les cours de sport classiques avec une présence physique du coach, avec des interactions avec les uns et les autres sur les séances. C'est un point de vue que vous partagez ? Entièrement. Tout à fait, je soutiens tout à fait ce point de vue-là. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, il y a une vraie demande de pratique ensemble dans une communauté et le sport à domicile devient complémentaire. Donc, au regard des contraintes sanitaires qu'on a aujourd'hui, il y a une fréquentation qui a diminué. Aujourd'hui, on est entre 50 et 70% à peu près des fréquentations qu'il y avait à la même période l'année dernière. Donc le sport à domicile devient un axe de relation et de développement pour nos clients. Mais
à plus long terme, on sent que ça s'impose aussi comme un nouveau mode de consommation. J'ai le choix de faire du sport autrement. J'ai certains moments où je n'ai pas forcément le temps d'aller dans mon club, dans ma salle, et pouvoir pratiquer à domicile, c'est très pratique. Chez Technogym, on est très très sensible à la complémentarité des offres. Séverine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la FFEPGV pour la suite ? Nous, on appréhende un petit peu la rentrée, pour tout vous dire, et donc on essaye de voir, au cours de cette saison qui va être rythmée par des incertitudes, le défi de cette fédération, c'est d'essayer d'être le plus agile possible et de proposer des solutions pour permettre au plus grand nombre à la fois de venir continuer à pratiquer chez nous et de continuer à pratiquer une activité physique. Donc il faut qu'on trouve ces solutions-là et que les gens continuent à venir pratiquer. C'est un vrai enjeu de santé publique. Il faut lutter contre la sédentarité et donc il faut que les gens continuent la pratique d'activité, plutôt en club effectivement. Merci à tous les trois d'être venus nous voir et d'œuvrer pour le sport pour tous au quotidien. C'est la fin de la première partie de cette émission. Tout de suite, la seconde partie, vous avez l'habitude, on va parler de vélo. C'est l'heure du contre-la-montre. Deuxième partie de votre émission Filière Sport et comme d'habitude, on parle de vélo. J'ai le plaisir d'accueillir Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Virgile, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de vélo ensemble, on va parler de vélo pendant le confinement qui s'est révélé vraiment être une solution, voire même un geste barrière. On a des chiffres, plus 87% de fréquentation cyclable. Ça, c'est par rapport, c'est en glissement annuel, donc c'est sur une année. Qu'est-ce qui explique finalement, on en parle très souvent dans cette partie de l'émission, mais qu'est-ce qui explique encore une fois une telle progression du vélo qui pendant des années n'avait pas du tout la cote et là d'un coup, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que le vélo est un petit peu la star de ce déconfinement. Il est considéré par les pouvoirs publics et par beaucoup de Français comme un geste barrière, c'est-à-dire qu'il permet cette distanciation physique qu'on ne retrouve pas forcément dans les transports en commun. Alors, on pourrait imaginer que cet engouement autour du vélo est soudain, mais en fait, ça fait déjà quelques années, quelques mois qu'on voit monter en puissance cette envie des Français de réutiliser le vélo comme un outil de locomotion du quotidien, la mobilité active, comme on dit. Vous-même, d'ailleurs, je suis persuadé que vous utilisez le vélo régulièrement pour vous déplacer. Et donc, finalement, cette crise a été une sorte d'accélérateur pour inciter les Français à passer à l'acte, à prendre leur vélo, notamment les vélo-taffeurs, c'est-à-dire les gens qui utilisent leur vélo pour aller de la maison jusqu'au travail. Donc, cette crise aura été vraiment un accélérateur qui traduit ce que pourra être demain la place du vélo dans notre quotidien. Alors, à l'Union Sport et Cycle, vous représentez les professionnels du sport. Je suppose que dans l'Union Sport et Cycle, il y a Cycle, vous représentez quelques professionnels du cyclisme. Ils doivent être très contents aujourd'hui. Quels sont les chiffres ? Alors, on représente tout le secteur, c'est-à-dire à la fois la distribution, mais aussi les industriels, les importateurs, les assembleurs. Ils sont très contents, mais il faut faire attention parce que la situation est un peu paradoxale. On vit une période exceptionnelle pour le cycle avec des progressions incroyables. Depuis le déconfinement, donc depuis le 11 mai, on est sur une tendance de plus 114%. Donc vous imaginez… Le chiffre d'affaires des professionnels du secteur. Exactement. Mais il faut aussi prendre en considération que pendant le premier semestre 2020, c'est-à-dire durant le confinement et la crise, eh bien, le secteur a perdu 170 millions d'euros. Donc ce rebond était espéré et c'est une excellente chose pour le secteur. Mais bien évidemment, ça reste quand même une filière un peu tendue qui va devoir prendre encore quelques mois avant de retrouver toute sa splendeur. Mais sans faire de mauvais jeu de mots, il n'y a pas un système de dopage quand même, parce que le gouvernement donne de l'argent aux gens pour aller faire réparer les vélos, même pour aller en acheter. Est-ce que ce n'est pas artificiel, cette progression ? Alors, c'est une tendance qui devrait s'inscrire dans la durée parce que, encore une fois, ça fait un moment que les Français retrouvent l'envie d'utiliser le vélo comme un moyen de locomotion du quotidien. Il y a une prise de conscience des pouvoirs publics qui ont mis en place un certain nombre de mesures, notamment ce fameux coup de pouce vélo qui vous permet de réparer votre ancien vélo. 50 €, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, les chiffres sont assez exceptionnels, puisque c'est depuis le 11 mai. On en est à plus de 130 000 réparations dans 3 000 points de vente, 3 000 magasins réparateurs. C'est plus de 7 millions d'euros qui ont été consommés de cette manière-là. Donc vous le voyez, les Français réagissent à ces mesures incitatives. Le vélo s'est également invité dans
les campagnes politiques, pour les municipales, ça devient un vrai sujet. Donc oui, le vélo est en train de prendre toute sa place et probablement que cet engouement va s'inscrire dans la durée. Alors, il y a un débat là, sur les pistes cyclables provisoires qui doivent devenir pérennes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, ça aussi, c'est une vraie initiative du gouvernement de dire on va inciter les gens à prendre leur vélo, mais évidemment, il faut qu'ils le fassent dans des conditions de sécurité et de sérénité. D'où la mise en place de ces pistes cyclables provisoires. Sur Paris notamment, il y a des voies très connues, très réputées qui sont devenues des pistes cyclables. Alors, est-ce que ça va s'inscrire dans la durée ? On l'espère également. En tout cas, les chiffres de pratique sont en train d'exploser aussi. Au-delà de ces mesures, les pistes cyclables, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça dure finalement ? En fait, ce sont des moyens financiers essentiellement, mais pas que. Il y a aussi cette prise de conscience cyclable des pouvoirs publics, des collectivités locales, pour, lorsqu'on réhabilite, lorsqu'on réaménage des quartiers, eh bien, anticiper ces besoins de pistes cyclables, parce que ça ne s'inscrit pas forcément culturellement, immédiatement, dans la construction de nos villes et nos villages. Donc il va falloir que ça s'inscrive maintenant dans notre culture. Virgile Gaillet, merci beaucoup Merci. d'être venu sur ce plateau. Voilà, longue vie au vélo. C'est vrai qu'on aime tous le vélo. Ça fait du bien. C'est bon pour la société. C'est bon aussi pour les finances publiques. C'est la fin de cette émission. On va se retrouver le mois prochain avec une nouvelle thématique, de nouveaux invités. En attendant, très très bonne journée à tous sur Sport en France.